Bien, bonjour. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Gabriel Perret. Gabriel est mathématicien, c'est un ancien élève de l'ENS de Cachan, dont il est sorti en 2003. Après avoir fait une thèse sous la direction de Stéphane Malat, il a été recruté au CNRS, il a intégré le CEREMAD à Paris en 2006. Il est directeur de recherche depuis 2014 et actuellement, il travaille au département de mathématiques et applications de l'ENS de Paris. Ses activités portent essentiellement sur les méthodes numériques de transport optimal. Je crois que ce sera un peu le thème central de son exposé aujourd'hui. Mais il développe aussi des activités de recherche sur les problèmes de la grande dimension, la parcimonie, les graphes, avec toujours ce souci d'appliquer ça à des cas concrets, essentiellement centrés sur le traitement d'images. Donc je lui cède la parole. Gabriel, c'est à toi. Merci. Merci. Je te prends le micro là. Ça peut-être. Ouais, ça va. Oui. Alors déjà, je voulais dire que je suis très fier, très honoré d'être ici. Comme je viens quasiment à toutes les conférences GRETSI, c'est très particulier pour moi. Et bien sûr, je vais remercier très chaleureusement le comité d'organisation qui fait un travail incroyable, qui continue aussi durant toute cette semaine. Voilà. Alors oui, je vais vous faire un exposé autour du transport optimal, plutôt les aspects numériques, algorithmiques, et faire un petit tour d'horizon des applications potentielles, en essayant un peu d'expliquer ce qu'on peut faire en grande dimension pour des thématiques de machine learning, entre autres. Donc c'est un travail en commun avec beaucoup de gens. Je voulais citer en particulier Marco, qui est mon collaborateur principal. J'en parlerai un petit peu sur une partie des méthodes numériques. Et aussi Aude, donc il y a une partie des contributions que je vais indiquer, qui constitue en fait la thèse de Aude, et puis d'autres étudiants avec qui on travaille activement à l'heure actuelle. Voilà. Alors avant de décrire le transport optimal et d'expliquer un petit peu la formulation, qu'on appelle la formulation de Kantorowicz, et aussi un petit coup de pub pour ce livre avant de commencer. Si vous voulez avoir plus de détails, c'est un livre qu'on a écrit avec Marco, donc à peu près tout ce que je vais dire aujourd'hui, vous pouvez le trouver sur ce site web, c'est un PDF que vous pouvez télécharger. Alors pourquoi est-ce qu'on veut faire du transport optimal? Déjà, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de problèmes où on a envie de manipuler des distributions? Ça peut être des distributions de points, de poids, de masse, voire des densités continues. Et en fait, il y a pas mal de problèmes, que ce soit en signal, en image, en machine learning. On va modéliser le problème à l'aide de ce genre d'outils. Donc c'est juste un petit panel d'applications potentielles. En image ou en signal, on va extraire des features, des attributs qu'on peut représenter sous forme d'une distribution. Là, j'ai pris l'exemple des couleurs. Si on veut manipuler les couleurs d'une image, ça va être une distribution de points dans le domaine RGB, donc en 3D, et manipuler, comparer les couleurs, les palettes, c'est rien d'autre que comparer des nuages de points, des distributions de points. Ça, c'est plutôt une application en neurosciences computationnelles, où on veut comprendre, analyser l'activité corticale, qu'on va représenter comme une distribution de masse sur la surface du cortex, par exemple. Alors un domaine où il y a vraiment ce genre de problème qui apparaît très fortement, c'est tout ce qui est anatomie computationnelle, comparaison de formes, recalage de formes, où on va représenter les formes comme des nuages de points, des triangles, etc. Et on va vouloir les mettre en correspondance, donc trouver une façon de les relier entre elles. Voilà, donc ça c'est assez naturel là aussi d'utiliser du transport. Et ça c'est plutôt des applications en grande dimension. Donc ça ce serait pour faire du NLP, traitement de la langue naturelle, où une des grosses révolutions à l'heure actuelle, c'est l'idée de représenter les mots, les textes, à l'aide d'attributs vectoriels, donc de vectorialiser ces objets. Et l'idée la plus simple, c'est de représenter les mots comme des vecteurs en grande dimension. Et du coup, comparer, analyser des textes, des corpus de textes, ça devient juste analyser des ensembles de points, comparer des ensembles de points. Et ça, c'est une énorme révolution, couplée à l'apprentissage profond, qui a fait des progrès très spectaculaires. Donc là, voilà, il y a vraiment l'idée nuage de points en grande dimension pour le NLP. Et ça, c'est des applications plutôt en image en vision, où là, ce qu'on veut modéliser, c'est un ensemble d'images gigantesques, possiblement pour resynthétiser des images, resynthétiser des vidéos. Et ce qu'on veut capturer, c'est la géométrie de cet ensemble de points. Donc chaque image, c'est un point en très grande dimension. Et on veut l'analyser, la comprendre, la modéliser. Voilà. C'est juste quelques applications potentielles. Et si on essaie un peu de résumer les problèmes typiques qui vont nous occuper dans toutes ces applications, ça va être ce qu'on pourrait appeler du fitting de modèle, de l'estimation de paramètres, on pourrait voir ça comme ça, où en entrée vous avez un nuage de points empirique et vous voulez le capturer à l'aide d'une densité paramétrique alpha-θ. Donc le modèle le plus simple serait une bête gaussienne, mais c'est pas ça qu'on va faire, on va faire des modèles plus compliqués. Et du coup l'idée c'est comment, en quelque sorte, rapprocher ce modèle paramétrique, cette densité continue on pourrait dire, vers le nuage de points. Et la façon très naturelle de poser le problème, c'est comme un problème d'optimisation. Vous cherchez le meilleur θ, le meilleur paramètre. Donc pour une gaussienne, ce serait la moyenne et la variance, mais pour toutes ces applications de grande dimension, ce sera plutôt les paramètres des réseaux de neurones, pour faire en sorte que la densité se déforme pour aller le plus proche possible des points bêta.
Et donc la grosse question sous-jacente, c'est quelle est la fonction de perte grand D que vous voulez utiliser. Et donc finalement, le sujet de mon exposé, c'est de motiver le transport optimal comme une façon géométrique de trouver des fonctions de perte grand D très naturelles. Et ce qui est sous-jacent, c'est que dans tous ces problèmes, les nuages de points, les densités, elles ne vivent pas de façon abstraite, elles vivent dans un domaine spatial. Ça peut être l'ensemble des couleurs, la surface du cortex, ça peut être des espaces de mots en grande dimension, qui sont munis d'une distance naturelle, voilà, petit d. Ça peut être la distance euclidienne, une distance perceptuelle entre les couleurs. Pour les questions en vision ou en image, c'est très compliqué, mais on peut voir les avancées récentes en réseau de neurones quelque part comme une façon de trouver une métrique, un embedding. Donc dans toutes ces applications, il y a un petit d. Le transport optimal, c'est la machinerie mathématique qui va vous faire passer d'une distance petit d entre les points, on parle juste de points, en une distance grand D entre des nuages de points, ou plus généralement des densités. Et ce qui est agréable, c'est que ça se formule mathématiquement à l'aide d'un problème d'optimisation qu'on peut résoudre numériquement, c'est très coûteux mais on peut le faire, et on peut aussi l'analyser mathématiquement. Donc c'est un peu le rôle de cet exposé d'expliquer ce passage de petit d à grand D et d'expliquer aussi disons, les questions ouvertes qui restent. Voilà. Donc ce passage de petit d à grand D, en fait, il a été quelque part introduit par Monge il y a très longtemps, il y a plus de 200 ans, mais la personne qui l'a vraiment motivé et formulé de façon moderne, c'est Kantorovich, voilà, dans les années 40, et il a eu le prix Nobel d'économie pour ça. Donc c'est quelque chose qui a impacté de façon énorme, à la fois bien sûr le monde économique, le monde numérique, parce que c'est aussi le début finalement de l'optimisation moderne, et finalement les nouvelles techniques d'optimisation ont donné naissance à toutes ces méthodes qui sont avérées très, très efficaces pour modéliser des processus économiques, des agents qu'on veut connecter entre eux. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est plutôt effectivement des applications en sciences des données. Donc c'est quoi cette formulation de Kantorovich qui lui a valu le prix Nobel? Donc qu'est-ce qu'on veut faire? Déjà, on veut mettre en correspondance des points, des distributions de points. Donc qu'est-ce que ça va être? Des points, ça va être les xi et les yj. Et chaque point xi lui associé une masse, un poids ai. Donc c'est un histogramme, on pourrait dire. Donc votre but, c'est de transférer les points rouges vers les points bleus. Et pour que ce soit bien posé, il faut que vous normalisiez les masses. Donc c'est des masses positives. Typiquement, si vous pensez à une densité de probabilité, vous allez les normaliser pour que ça somme à 1. Et le génie de Kantorovich, ça a été de décrire la façon dont on va les connecter à l'aide d'un objet, qu'on appelle des fois couplage ou plan de transport, qui est en fait un tableau de nombres bidimensionnel. On pourrait appeler ça une distribution conjointe. Donc à chaque fois que dans ce tableau, vous mettez un élément non nul, ça veut dire que vous allez transférer de la masse. Donc vous voyez ici, par exemple, sur cette première ligne, vous avez un seul élément non nul. Ça veut dire que ce premier élément rouge ici, il va être intégralement transféré vers ce point bleu. Ce qu'on pourrait appeler un transport déterministe, un point est envoyé vers un autre point. Mais vraiment, la puissance de cette formulation, dite à la Kantorovich, c'est que des fois, vous pouvez avoir plusieurs éléments non nuls lors d'une ligne. Ça veut dire qu'en fait, cet élément de masse ici, il va être découpé en deux, et il va être envoyé vers deux points. Voilà. Et finalement, c'est vraiment cette idée qui paraît presque bête et naturelle, en fait. Des fois, vous avez envie de séparer votre production pour l'envoyer vers deux endroits, qui lui a valu le prix Nobel d'économie. Parce que vous allez voir que ça donne naissance à un problème d'optimisation qui est très simple et très structuré. Donc si je répète, c'est quoi finalement l'ensemble des couplages qu'on va rechercher? C'est un ensemble de matrices positives. Et qu'est-ce que ça doit vérifier? Ça doit vérifier la question de la conservation de la masse, c'est-à-dire que la masse des points rouges est intégralement envoyée vers les points bleus. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le long de chaque ligne, la somme des éléments doit être égale au A en question, et le long de chaque colonne, la somme des éléments doit être égale à B. Donc si j'écris ça matriciellement, ça veut dire que la matrice grand P fois le vecteur 1, ce qui va sommer les lignes, doit être égal à A, ça c'est la conservation de la masse sur les points rouges, et la transposée de la matrice B fois le vecteur 1 doit être égal à B. Ça c'est l'équation de conservation de la masse. Et donc l'intérêt de cette méthode pour décrire le transfert de masse, c'est que ça décrit ça d'un objet qui est juste contraint à être positif et contraint par deux égalités, deux équations affines. Donc ça c'est en fait un ensemble convexe, un polyèdre, décrit par des inégalités, possiblement en grande dimension, mais c'est quelque chose, un objet qui est convexe. Et c'est l'introduction de cette façon convexe de décrire le transfert de masse qui, encore une fois, lui a valu le prix Nobel d'économie, parce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir manipuler numériquement et mathématiquement. Et donc, qu'est-ce que c'est que le transport optimal? Là, j'ai décrit qu'est-ce que c'est qu'un transport, mais qu'est-ce que c'est qu'un transport optimal? C'est un transport qui minimise un certain coût. Donc, vous déclarez que vous devez payer un certain coût quand vous transférez de la masse, une unité de masse d'un point rouge vers un point bleu, et vous sommez tous vos coûts. Et la façon la plus naturelle de décider un coût, c'est que c'est une certaine puissance de la distance que vous parcourez. Donc vous prenez votre distance, vous l'élevez à la puissance P, et vous sommez comme ça tous les coûts possibles. Et votre but, c'est de trouver le P qui minimise cette fonction-là, et ce sera ça le transport optimal de Kantorovich.
Et pourquoi c'est simple, très structuré? Parce que c'est une fonction linéaire. Donc vous êtes en train de minimiser une fonction linéaire sous des contraintes polyédrales, c'est ce qu'on appelle de la programmation linéaire. Et en fait, c'est un des premiers exemples concrets de programmation linéaire. Et donc c'est ça qui a donné naissance à toute la recherche en optimisation moderne autour de la programmation linéaire, qui est maintenant utilisée à peu près partout dans l'industrie, mais également en sciences des données. Et donc on peut dire qu'Kantorovich, il a eu le prix Nobel, mais finalement, d'autres personnes auraient dû l'avoir, en particulier George Dantzig, parce qu'à la même époque, il y a des mathématiciens, des numériciens, qui ont travaillé sur les algorithmes pour résoudre ça. Et donc George Dantzig, il a proposé un algorithme, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent, qui s'appelle l'algorithme du simplex, qui est un algorithme extrêmement efficace, je reviendrai là-dessus, pour résoudre ce problème-là. Voilà. Et donc finalement, c'est la conjonction de quelqu'un qui a modélisé ce problème économique sous forme, on pourrait dire mathématiquement sympathique, et d'avancées numériques qui ont fait que c'est quelque chose qui a explosé industriellement parlant. Voilà. Ça, c'est un peu l'idée. Alors, je ne vais pas vraiment en parler dans mon exposé, mais tout ça, ça se généralise. Au lieu d'avoir un nombre fini de points, vous pouvez avoir un nombre infini de points, avoir une distribution continue de masse. Qu'est-ce que vous faites? Vous remplacez les sommes par des intégrales. Et vous remplacez vos tableaux de nombres par une distribution de masse sur l'espace produit. Donc, je ne vais pas rentrer, mais voilà, ceux qui sont un peu plus matheux, vous pouvez vous mettre dans l'idée que tout ce que je décris avec des points, ça peut se décrire de façon plus générale avec des distributions quelconques, alpha et bêta. Mais bon, numériquement, sur un ordinateur, généralement, on va représenter ça avec des points discrétisés de toute façon. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui est associé à ce problème d'optimisation? Le transport optimal. Donc, c'est sympa, ça permet d'interpoler entre des nuages de points. Mais finalement, quelque chose qui est, à mon sens, plus important, c'est pas juste le P optimal, mais c'est la valeur de ce problème d'optimisation. Donc, la valeur de ce problème d'optimisation, si vous la mettez à la puissance 1 sur P, ça définit ce qu'on appelle la distance de Wasserstein. Bien que Wasserstein ait très peu bossé sur ce problème, on devrait plutôt l'appeler distance de Monch-Kantorovich, mais c'est généralement le terme qu'on utilise. Et comme son nom l'indique, ce score entre alpha et bêta, c'est une distance. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va quantifier combien vos deux nuages de points sont proches. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très riche qu'on va utiliser énormément dans tout l'exposé. Ce qu'on va vraiment utiliser, c'est pas tellement le grand P, mais c'est plutôt la distance pour pouvoir comparer combien des ensembles de points, des textes, des formes sont proches. Et comme son nom le suggère, c'est une distance. Donc en particulier, ça vaut 0 si et seulement si alpha est égal à bêta, et ça va vérifier l'inégalité triangulaire. Donc là, vous allez me dire, mais moi je connais des tonnes d'autres distances entre nuages de points, entre histogrammes. Pourquoi celle-là plutôt qu'une autre? Elle a l'air assez compliquée à calculer. En fait, elle est extrêmement importante, parce que la géométrie sous-jacente, c'est vraiment la géométrie naturelle des nuages de points qui vont se déplacer. Donc mathématiquement, c'est ce qu'on appelle, pour les probabilistes, la convergence sans loi. Pour peut-être les gens qui font plus de l'analyse, la topologie faible étoile, mais c'est vraiment la topologie de la convergence géométrique des points. Alors si on l'écrit mathématiquement, ça veut dire une distribution de points ou une distribution de densité converge en loi vers une autre si et seulement si toutes ces espérances convergent. Je ne sais pas si ça vous parle, mais ça veut dire que vous moyennez un petit peu pour regarder ce qui se passe. Mais le plus simple, c'est de regarder juste sur un seul point. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un Dirac, donc une distribution de masse unitaire, converge géométriquement vers un autre? Si vous regardez ce que ça veut juste dire que le point converge vers l'autre. Okay. Donc, pourquoi c'est important? Parce que quand vous allez vouloir mettre en correspondance des formes, c'est vraiment ça que vous voulez. Vous voulez que vos nuages de points se déplacent pour pouvoir quantifier combien ils sont distants géométriquement. Du coup, on peut comparer avec une norme beaucoup plus simple. Je pense que la norme la plus simple à laquelle on peut penser pour comparer des distributions de probabilité, c'est ce qu'on appelle souvent la norme L1, disons la masse totale de votre mesure. Souvent, on appelle ça aussi la variation totale quand on fait des probas. Donc c'est quoi la norme L1 entre deux Dirac? Donc prenez deux Dirac, vous les soustrayez et vous comparez la norme L1. Si vos Dirac ne sont pas exactement au même endroit, il y en a un qui va voter pour plus 1 et l'autre pour moins 1. Et donc la norme L1 entre deux Dirac, c'est toujours égal à 2, sauf si les deux points sont égaux ou ça vaut 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la norme la plus simple, la plus naturelle, qu'on souvent appelle la norme forte, eh bien un Dirac ne converge jamais vers un autre. Si on compare ça avec la géométrie du transport optimal, c'est quelque chose de complètement différent. Parce que c'est quoi la distance de transport optimale entre deux Dirac? Il n'y a qu'une seule façon d'envoyer un Dirac vers un autre. Et du coup, la distance de transport optimale, vu que vous mettez à la puissance P puis à la puissance 1 sur P, c'est la distance elle-même. Donc du coup, un Dirac, la distance entre cet ensemble de points et la limite, c'est juste la distance géométrique entre les points de départ. Donc pour la distance de transport optimale, un Dirac va bien converger vers un autre quand les points se déplacent. Donc la distance de transport optimale, c'est une façon très naturelle de ce qu'on appelle maîtriser, de mettre une métrique sur la topologie de la convergence sans loi, qui est la topologie naturelle quand on fait des probas, et qui est aussi la topologie naturelle quand on fait de la géométrie.
Alors il y en a d'autres, j'en préciserai essentiellement, il y a un autre groupe de distances qui font ça, qui s'appelle les normes à noyaux, j'en parlerai un petit peu plus tard. Il y a essentiellement deux types d'approches pour faire ça, le transport optimal et les normes à noyaux, dont je parlerai tout à l'heure. Et donc ça motive vraiment l'utilisation du transport optimal comme une distance géométrique. Voilà. Donc comment du coup on fait maintenant en pratique, on a des nuages de points, comment on résout ce problème de programmation linéaire? La façon la plus simple que je recommande si vous avez des problèmes de petite taille, c'est juste d'utiliser l'algorithme du simplex, dont la complexité est grosso modo cubique. Ce qui est bien, parce que cubique c'est polynomial, mais dès que vous avez n de l'ordre d'1 million, si on a 1 million de pixels qu'on veut comparer avec 1 million de pixels, là ça passera pas. Donc ça passe pour de l'ordre de 10 000 points, sans trop de soucis, avec des codes de programmation linéaire simplex efficace. Alors il y a des programmes un peu plus spécifiques, par exemple si vous avez deux nuages de points, où chaque point il a exactement une masse 1 sur n unitaire. Voilà. Dans ce cas-là, vous avez deux ensembles de points avec le même nombre de points et la même masse, et on peut montrer que le transport optimal c'est une bijection. C'est ce qu'on appelle la permutation optimale ou l'assignement optimal. Dans ce cas-là, il y a des algorithmes dédiés qui sont un peu plus efficaces. Le plus connu c'est l'algorithme hongrois, pour ceux qui connaissent. Mais pareil, ça reste limité pour des ensembles de l'ordre de 10 000 points. Alors le cas où c'est vraiment très simple, donc il faut connaître, c'est le cas unidimensionnel. Si par exemple vous avez des pixels juste en niveau de gris, donc c'est un histogramme unidimensionnel, le transport optimal pour des distributions 1D, il est trivial, c'est toujours un transport croissant. Et du coup, la façon de le calculer, elle est très simple. Vous ordonnez tout simplement vos points de gauche à droite et vous transportez le premier point bleu vers le premier point rouge, etc. Donc la complexité du transport optimal en 1D, c'est très simple, c'est n log n. C'est la complexité de classer des points. Et bon, du coup, c'est limité, c'est seulement en 1D. Alors il y a d'autres cas, je ne vais pas insister, où il y a des algorithmes un peu plus efficaces. Le cas qu'on retrouve souvent, c'est le cas où la fonction de coût, c'est la norme euclidienne avec p égale 1, ce qui était en fait le cas considéré par Monge dans son algorithme historique à l'Académie des sciences. Dans ce cas-là, il y a des algorithmes de type min cost flow qui ont un coût de l'ordre de n au carré, qui sont très efficaces. Il y a d'autres cas aussi où il y a des algorithmes dédiés. Un cas très connu, c'est le même cas euclidien, mais cette fois-ci avec la puissance p égale 2. Dans ce cas-là, on peut montrer que le transport optimal vérifie une équation dérivée partielle, une évolution entre vos deux densités, qui a été découverte par Jean-David Benamou et Yann Brenier. Et on peut le résoudre du coup avec des techniques EDP en utilisant typiquement des éléments finis. Donc ça marche bien en dimension 2, 3, parce qu'on fait des éléments finis. Mais dès que vous allez être en grande dimension, vous ne pouvez pas vraiment faire des éléments finis en grande dimension. Voilà. Et il y a un autre cas aussi où il y a des algorithmes dédiés, en particulier développé par Quentin Mérigot à Orsay. C'est le même cas qu'ici, mais cette fois-ci, vous voulez transporter des points discrets vers des densités continues, par exemple des gaussiennes. Dans ce cas-là, il y a des algorithmes qui vont calculer ce qu'on appelle des cellules de Laguerre, qui sont des espèces de cellules un peu genre, comme des cellules de Voronoi, mais généralisées, qui vont calculer le transport en calculant une évolution de ces cellules de Laguerre. Donc c'est très efficace, mais c'est, encore une fois, en petite dimension pour un coût euclidien. Donc la question qui se passe, c'est comment on peut faire pour des coûts génériques, possiblement en grande dimension. Et aussi la question, je pense, qui est peut-être plus profonde, c'est que dans bien des cas, à la fois pour des raisons pratiques et théoriques, vous n'êtes pas vraiment intéressé pour calculer le transport optimal de façon exacte ou avec une précision 10-16. Souvent, une précision assez faible va largement vous suffire parce que vos données sont bruitées. Et en fait, en grande dimension, c'est même un problème. Si on veut calculer trop précisément le transport, j'en parlerai, il y a des soucis qui apparaissent parce que vous êtes en trop grande dimension. Donc l'idée maintenant, ça va être d'introduire des algorithmes approchés, de régulariser quelque chose de très naturel en optimisation pour trouver en fait un transport approché qui va nous suffire dans bien des cas et qui lui va se calculer de façon facile, avec un code, un algorithme qui est en plus beaucoup plus simple qu'un algorithme de simplex. Donc c'est ça qui va m'occuper dans la deuxième partie, ce que j'ai appelé le problème de Schrödinger, parce qu'en fait, on peut rattacher cette approximation avec un modèle de cinétique des gaz développé par Schrödinger dans les années 30. Alors lui, c'était pas du tout pour du transport optimal, mais en fait, il a posé le même problème d'optimisation que je vais vous expliquer maintenant. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'on a un problème de programmation linéaire qui est difficile. Et un problème de programmation linéaire, c'est difficile parce que la fonction objective, elle est linéaire, elle est très plate. Donc il faut finalement, si vous regardez ce que ça va faire, un algorithme du simplex, il va aller chercher dans un coin, il va chercher un sommet en très grande dimension. Donc c'est extrêmement difficile. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va régulariser le problème en rajoutant un régulariseur, une fonction qui va rendre un peu plus courbée la fonction, qui va la rendre ce qu'on appelle strictement convexe, donc avec un peu de courbure. Et la façon la plus naturelle, qui va donner des algorithmes très simples, c'est de rajouter l'entropie qu'on aime tous, l'entropie de Shannon-Boltzmann, de rajouter epsilon fois l'entropie de votre plan de transport. Donc, alors c'est moins l'entropie, hein, c'est plus pi log de pi, donc plus l'entropie. Donc quand vous allez minimiser moins l'entropie, vous allez calculer du coup un plan de transport qui va être un petit peu diffus, parce que vous voulez avoir finalement un peu plus d'entropie. Et epsilon, ça va être un paramètre de l'utilisateur, ce que Schrödinger appelait la température. Donc
Quand epsilon est très petit, ce terme d'entropie va disparaître, donc vous allez être très proche du transport optimal, mais ça va être de plus en plus difficile. Et au contraire, quand epsilon augmente, vous allez voir, ça rajoute de la température, et le problème va devenir beaucoup plus simple, mais malheureusement, vous allez vous écarter du transport optimal. Voilà. Donc epsilon, c'est un paramètre sur lequel vous pouvez jouer, qui a beaucoup d'importance, je vais revenir là-dessus. Alors juste une petite note, c'est l'entropie de Shannon, mais c'est l'entropie relative. Vous savez qu'une entropie, faut plus ou moins définir par rapport à quoi on la calcule. Et pour le transport optimal, c'est très sympathique parce qu'il y a une mesure de référence très naturelle qui est juste le produit des entrées. Vous avez des poids AI, des poids BJ, vous les multipliez entre eux, ça vous fait une mesure de référence très naturelle qui a des très bonnes propriétés théoriques. Donc c'est l'entropie relative de Shannon par rapport à la mesure de couplage AI-BJ. Donc quel est l'effet géométrique de cette entropie, de cette diffusion, de cette chaleur? Alors là, c'est entre des nuages de points. Donc, comme je le disais tout à l'heure, si on a des nuages de points de même taille, le transport optimal, c'est une permutation. Et quand vous rajoutez de la température, de la diffusion, ça va faire que chaque point va être connecté à de plus en plus de points. Au fur et à mesure que epsilon augmente, finalement, le transport va devenir de plus en plus diffus, de plus en plus connecté, et de plus en plus robuste et facile à trouver. Donc epsilon, il va jouer un rôle important pour robustifier les méthodes, et faire qu'en grande dimension, on aura des algorithmes qui marchent très bien. Donc ça va être, je vais revenir un peu là-dessus tout à l'heure. Si maintenant vous regardez quelque chose peut-être entre des mixtures de Gaussienne, donc des densités continues en 1D, donc là le transport optimal, on ne le voit pas très bien, mais c'est une courbe très fine. En fait c'est un théorème très fameux de Yann Brenier. C'est lui principalement qui a relancé la théorie du transport optimal dans les années 90, c'est un peu le père spirituel de Cédric Villani, donc qui a lancé un peu toutes ces activités-là, où il a démontré que le transport optimal entre deux densités, c'était toujours concentré le long d'une courbe. Et quand vous rajoutez de la chaleur, le transport optimal, au sens de Schrödinger, donc l'approximation de cette courbe, va devenir de plus en plus flou, un peu comme si vous lissiez par une gaussienne votre plan de transport. Et c'est ce qu'on va voir dans l'algorithme. En fait, l'algorithme, il va effectuer des lissages gaussiens. Donc c'est vraiment aussi une approche très traitement d'image, en fait, où on va débruiter, on va rendre plus régulier, plus lisse, à travers une diffusion. Voilà. Donc c'est un peu les deux effets qui sont similaires, c'est entre des nuages de points et des densités continues. Voilà, donc ça, c'est un peu l'intuition de la méthode qu'on va vouloir développer. Maintenant, comment est-ce qu'on dérive un algorithme? Alors l'idée, ça va être, comme toujours, un peu en optimisation, de prendre le problème d'optimisation qui est convexe, qui est strictement convexe, donc qui a une solution unique, bien sympathique, et de regarder les propriétés qu'elle vérifie, pour voir si on peut dériver un algorithme simple. Et en l'occurrence, ce qu'on va écrire, comme on a un problème d'optimisation sous contrainte, je vous rappelle qu'on a les contraintes de conservation de la masse, on va introduire ce qu'on appelle les multiplicateurs de Lagrange, et regarder un peu ce qui se passe, donc je ne vais pas faire tous les calculs en détail, je vais juste donner le résultat. Le résultat, c'est cette proposition qui dérive tout simplement de l'introduction de multiplicateurs de Lagrange. C'est qu'une solution de ce problème de transport optimal à la Schrödinger, elle doit forcément s'écrire sous une forme très particulière. En fait, ça, pour ceux qui font un peu de proba, c'est des problèmes de maximum d'entropie. Donc c'est très standard sur les problèmes de max entropie, c'est qu'on va introduire un noyau de Gibbs. Alors c'est quoi le noyau de Gibbs associé à ce problème d'optimisation ici? C'est juste exponentiel de moins le coût divisé par epsilon. Donc c'est une très très grosse matrice. Le cas typique, c'est si votre coût, c'est la distance euclidienne au carré, c'est une matrice gaussienne. Donc le transport optimal grand P, transport optimal au sens de Schrödinger, donc transport optimal approché, peut toujours se factoriser à l'aide de votre noyau de Gibbs sous une forme sympathique qu'on appelle des fois un scaling diagonal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous multipliez les lignes par un scalaire UI et les colonnes par un scalaire VJ. Donc en termes matriciels, vous avez votre noyau de Gibbs, vous le multipliez à gauche par une matrice diagonale et à droite par une matrice diagonale. Et donc finalement, cette proposition, elle vous dit, plutôt que chercher grand P, donc chercher n au carré nombre, vous pouvez juste chercher deux vecteurs UV, donc déjà c'est sympathique, c'est un peu plus simple à traiter numériquement. Maintenant, la question c'est, il faut chercher deux vecteurs U et V, mais qui vérifient la conservation de la masse. Voilà. Donc finalement, ça simplifie un petit peu le problème, plutôt qu'écrire un problème d'optimisation, on a juste à résoudre deux équations de conservation de la masse. Alors ça paraît pas simple comme ça. Alors c'est quoi la première équation de conservation de la masse? C'est grand P fois le vecteur 1. Donc si vous écrivez grand P fois le vecteur 1 quand vous avez cette forme-là, c'est assez facile de voir qu'on a une équation très simple, un polynôme finalement de degré 2, où vous devez résoudre que le vecteur U multiplié par le vecteur K fois V doit être égal à A. Donc ça c'est la conservation de la masse. Donc quand je mets multiplier ici, ça veut juste dire vous multipliez vos deux vecteurs terme à terme. En Python, c'est la multiplication de Python classique, c'est pas la multiplication matricielle. Là, par contre, quand j'ai écrit K fois V, c'est la multiplication d'une matrice fois un vecteur. Donc c'est la multiplication standard des matrices et des vecteurs. Voilà. Et bien entendu, vous avez la deuxième équation de conservation de la masse, vous échangez juste le rôle de U et de V, et vous remplacez A par B, et vous avez la même équation. Et la grosse difficulté, c'est que ces deux équations, il faut les résoudre en même temps. Donc c'est ça qui fait que c'est difficile le transport optimal, c'est que vous devez résoudre deux équations en même temps. Alors l'idée peut-être la plus naturelle, c'est de se dire, je vais d'abord résoudre celle-là, puis celle-là, et je vais itérer. Un peu une équation, un peu une idée d'un algorithme de points fixes.
Alors comment est-ce qu'on fait? En fait c'est très simple, parce que si vous me donnez petit v, comment je calcule u? Je divise juste a par k fois v. Et ça résout automatiquement, de façon très simple, le u solution. Mais le problème c'est quand je résous ça, je trouve u mais je trouve pas v. Donc du coup on fait la même chose de l'autre côté. On écrit v comme b divisé par k transpose u. Donc quand je dis diviser, c'est juste diviser terme à terme, c'est la division Python classique. Et maintenant vous croisez les doigts et vous alternez les deux choses. Et c'est pas sûr que ça converge, un algorithme de point fixe, en général, ça converge, il faut que ce soit contractant. Est-ce que c'est contractant? C'est pas très clair. Il se trouve que si, effectivement, c'est contractant. Et c'est un très très beau résultat qui a été démontré par Sinkhorn en 1964. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle l'algorithme de Sinkhorn, c'est parce que c'est pas lui qui a inventé l'algorithme, mais c'est lui qui a démontré sa convergence. Et c'est vraiment, à mon sens, un des résultats les plus beaux autour des points fixes, ce type d'équation de points fixes à la Schrödinger. Voilà, donc ça converge, et vous voyez, c'est très simple à implémenter. Tout ce que vous avez implémenté, c'est une division, c'est simple. Et le point difficile, c'est pas difficile à implémenter, mais ça coûte, c'est la multiplication d'une matrice par un vecteur. Voilà. Et donc j'ai envie de dire, l'intérêt de cet algorithme, il est double, c'est que déjà il est très simple. C'est vraiment la façon la plus simple d'approcher le transport optimal. C'est ce que j'utilise en cours quand je veux enseigner le transport optimal. Et la deuxième chose, c'est que c'est très simple à paralléliser sur des GPU. Donc cet algorithme, il a pour vocation d'être implémenté sur GPU, parce qu'un GPU, ça sait calculer de façon très efficace des multiplications matricielles. Et surtout, si jamais on veut non plus calculer un transport optimal, mais calculer des millions de transports optimaux, eh bien ça va le paralléliser très naturellement. Donc c'est vraiment là où vous allez avoir un gain absolument gigantesque, dès que vous allez avoir des architectures parallèles, où c'est trivial à paralléliser, alors qu'un algorithme de simplex, c'est quasiment impossible à faire efficacement sur GPU. Voilà, donc c'est vraiment ça l'intérêt. Je vais juste, après avoir présenté cet algorithme, qui à mon sens c'est un peu le point saillant de l'exposé, c'est parce qu'il est simple et élémentaire, un peu décrire des extensions qu'on peut faire. Donc là je vous ai décrit comment calculer simplement un transport rapproché. En fait on peut faire plein de choses. J'ai juste sélectionné deux extensions à mon sens importantes du transport optimal qu'on peut faire avec la même méthode. La première, c'est on a beaucoup travaillé là-dessus avec Lena Shiza, et qui était thésard dans mon équipe, c'est comment faire quand vous voulez faire du transport optimal, mais non plus entre des distributions de proba, mais des distributions des nombres positifs quelconques, parce qu'il n'y a pas forcément de raison que vos distributions soient normalisées. Si vous avez des volumes, des formes, les volumes ne sont pas forcément égales, donc a priori il n'y a pas de solution de transport optimal, parce qu'il n'y a pas de solution quand vous voulez conserver la masse. Donc l'idée c'est de généraliser le transport optimal en s'autorisant une conservation de la masse approchée. Donc plutôt que d'écrire que vous voulez avoir exactement, donc là j'ai écrit pi1, mais avec la notation de tout à l'heure, c'était grand P fois 1, c'est la première marginale, exactement égale à alpha, vous allez juste pénaliser, en quelque sorte, la déviation de la conservation de la masse. Donc vous allez autoriser un peu de création ou de destruction de la masse. Donc là, c'est pour la destruction et création par rapport à alpha, puis vous faites la même chose par rapport à bêta. Donc c'est un problème d'optimisation également. Quand le paramètre taux tend vers l'infini, vous retrouvez le transport optimal classique balancé, et le paramètre taux, ça vous dit combien est-ce que vous vous autorisez de la création ou de la destruction de masse. Donc c'est finalement quelque chose d'assez naturel, et en fait on peut faire toute une théorie autour de tout ça, et montrer que toute la théorie du transport, toutes les propriétés naturelles s'étendent à cette formule-là, en particulier ça définit une métrique, etc. Donc il y a beaucoup d'équipes qui ont travaillé là-dessus au même moment, des Italiens, et puis également l'équipe de Mont-Saint-Jean qui a travaillé également là-dessus. Qu'est-ce que ça fait géométriquement? Alors j'ai dit que quand taux tendait vers l'infini, ça tendait vers le transport optimal classique. Et en fait, quand taux tend vers 0, on peut montrer que ça tend vers ce qu'on appelle la distance de Hellinger, qui est une distance très naturelle, qui est assez similaire à une distance L1. Et finalement, le paramètre taux, c'est une façon d'interpoler entre deux mondes. Un monde où on va se déplacer en transport optimal, on va se déplacer quelque part horizontalement, les particules vont se déplacer, et un monde, je dirais, d'une norme classique, où on va se déplacer au contraire verticalement. Donc là, ça montre finalement des interpolations pour ces différents cas de figure, donc le transport classique, le transport non balancé et Hellinger, entre deux densités qui semblent très simples. Donc, je ne sais pas si on voit, mais il y a la distribution de mixture de deux gaussiennes rouges vers deux gaussiennes bleues. Et en fait, j'ai fait exprès que cette bosse ici soit légèrement plus grande que celle-là, de sorte que si vous voulez conserver la masse, et c'est ici, vous n'avez pas le droit d'envoyer la rouge vers la bleue, parce que la rouge, elle a trop de masse. Donc le transport optimal, il va avoir un gros problème ici, parce que qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre cette gaussienne rouge et il va la diviser en deux. Il va y avoir un petit singleton ici qui va se déplacer et qui va aller ici. Donc c'est pas terrible. Donc le transport optimal, de façon générale, ça marche pas très bien dès que vous avez ce genre de configuration où vous n'avez pas exactement la même masse à mettre en regard. Donc le transport unbalanced, non balancé, il va complètement résoudre ce problème en disant on va envoyer cette gaussienne rouge vers cette gaussienne bleue et on va légèrement détruire de la masse. Voilà. Et là, on fait la même chose, mais on crée de la masse. Et donc ça crée une interpolation beaucoup plus naturelle.
Et c'est vraiment le genre de choses qu'on a envie d'utiliser quand on fait de la biologie, par exemple, où on a des processus où des cellules peuvent se créer ou être détruites. Donc c'est finalement quelque chose qui a beaucoup été utilisé et rapproché de modèles, par exemple en biologie, de croissance cellulaire, de croissance tumorale, etc. Et ça, à l'opposé, c'est l'interpolation de Ellinger. En fait, pour n'importe quelle norme, l'interpolation, c'est l'interpolation classique. Donc l'interpolation, vous allez juste, finalement, déplacer de la masse à vitesse infinie de ici vers ici. Donc c'est vraiment complètement l'opposé du transport optimal. Donc finalement, c'est un moyen d'interpoler entre deux géométries complètement différentes. Et, alors je ne vais pas le décrire, mais en fait, le même calcul que précédent, on peut l'appliquer, et on peut appliquer l'algorithme de Synchrone pour ça. Et la seule différence, ça va être que quand vous faites votre division, vous devez l'élever à une certaine puissance, ici, pour prendre en compte la création ou la destruction de la masse. Donc l'algorithme de Synchrone s'étend exactement à ce genre de calcul. Une deuxième extension qu'on peut faire, qui est aussi très naturelle, qui a été introduite par Guillaume Carlier et Martial Haguet, c'est au lieu de faire un transport classique entre deux densités, vous voulez mettre ensemble plusieurs densités pour calculer un barycentre. Donc quelque part, ça va vous résoudre plusieurs problèmes de transport optimal en même temps. Vous voulez minimiser la somme des distances optimales, de transport optimal entre des inputs, par exemple des formes, ça marche avec n'importe quoi, vers votre barycentre inconnu. Donc c'est ce qui est schématisé ici. Vous avez 3 inputs et vous cherchez bêta étoile qui est inconnu. Donc vous devez chercher 3 ici transport optimal. En fait, donc on peut faire l'étude mathématique de ce problème-là, montrer que le barycentre est bien défini. Et on peut également développer un algorithme de Synchrone. Donc je ne vais pas détailler, ça n'a pas grand intérêt, mais exactement le même algorithme que tout à l'heure marche encore. La seule différence, c'est que maintenant, ici, vous avez 3 formes que vous voulez coupler entre elles. Donc quelque part, il faut faire tourner 3 algorithmes de Synchrone en parallèle. Mais c'est très naturel. On l'a appliqué, par exemple, pour des applications graphiques, quand vous voulez moyenner des formes. Vous prenez des formes, comme si c'était de la pâte à modeler, si vous voulez, et vous voulez calculer des formes intermédiaires. Donc c'est pas du tout un algorithme géométrique intelligent, qui calcule juste des déplacements de particules, mais c'est remarquablement simple à implémenter. On était assez contents, puis il y a pas mal d'applications finalement, on veut calculer des barycentres. Quelque part, c'est un outil S naturel à utiliser dans pas mal d'endroits. Voilà. Et ce qui est sympathique, c'est le même algorithme finalement marche aussi pour ce genre de généralisation. Il y en a d'autres, mais j'ai présenté un peu les deux plus naturels. Donc maintenant, je voulais, sur la deuxième partie de l'exposé, parler de choses un peu plus en grande dimension et voir si le transport, ça marche en grande dimension. Alors la réponse, c'est non. Je peux déjà lever le suspense. Mais est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Et en particulier, est-ce que la régularisation aide en grande dimension? Quelque chose de hyper naturel, dès qu'on veut s'attaquer à de la grande dimension, qu'on n'a pas beaucoup de points, en fait, parce qu'on est en très grande dimension, il faut introduire de la régularité, de la stabilité. C'est ce que va faire finalement l'idée de Schrödinger, en fait. Alors je vais commencer par une mauvaise nouvelle, en fait, c'est qu'est-ce qui se passe si on applique naïvement les méthodes de Schrödinger. Donc vous résolvez ce problème de transport optimal régularisé. Je ne l'ai pas dit, mais KL, c'est la divergence de Kullback, c'est l'entropie relative. Exactement l'équation de tout à l'heure. Donc vous pénalisez avec un petit epsilon, vous récupérez un transport optimal approché, et vous utilisez ce score-là pour résoudre le problème de machine learning standard. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à cause de l'entropie qui est strictement positive, vous récupérez quelque chose qui n'est pas du tout une distance. En particulier, si vous calculez le transport de Schrödinger entre alpha et alpha, ça fait un élément strictement positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous utilisez cette fonctionnelle-là naïvement, pour, étant donné un input bêta, calculer un alpha qui va être proche, ça ne va pas du tout marcher. Introduire une espèce de biais. Et c'est ce qui se passe ici. Donc quand epsilon vaut 0, ça fait le transport optimal classique. Donc le nuage de points rouge, qui est le plus proche du nuage de points bleu, c'est lui-même, parce que c'est une distance. Mais dès que vous allez introduire un epsilon strictement positif, ça va être une catastrophe. Vous allez trouver un nuage de points rouge optimal qui va être beaucoup plus petit, quelque part, beaucoup plus resserré. Il va y avoir un biais vers l'intérieur à cause de l'entropie. Et si vous faites carrément tendre epsilon vers l'infini, vous les régularisez beaucoup, on peut montrer que ça va converger vers le barycentre. Donc c'est pas bien si vous voulez faire du fitting, c'est comme si au lieu de fitter ce croissant, vous fittez un point au milieu. Donc vous perdez énormément en qualité pour faire par exemple, pour comparer des formes, par exemple. Donc on s'est dit, est-ce qu'il y a un moyen de changer ça? Et en fait, c'est quelque chose qui avait déjà été fait par Marco Couturier un petit peu avant. Donc on a un peu repris la même idée, on l'a démontré mathématiquement, en fait. C'est tout simplement d'enlever les deux termes qui nous posent problème. Donc on a soustrait la moitié de la distance de la distance du coup entre alpha et lui-même, et la moitié du coup entre bêta et lui-même. Si vous réfléchissez à une norme quadratique, c'est une formule de polarisation. C'est très naturel. Du coup, ça fait qu'effectivement, quand vous mettez ça, vous mettez alpha égale à bêta, ça vaut 0 parce que ces termes vont s'annuler. Mais comme il y a des signes moins, peut-être que c'est encore pire, peut-être que ça devient négatif et que ça fait quelque chose de catastrophique. Il n'y a pas vraiment de raison que ça marche. Mais ce qu'on a fait avec Aude, on a juste testé ça numériquement et ça marchait super bien. Ça faisait quelque chose qui était toujours positif, ça enlevait le biais, ça faisait des fits presque parfaits. Donc on s'est dit peut-être qu'il y a des théorèmes de maths à faire, donc on a commencé à regarder cette formule complètement heuristique, est-ce qu'elle a des bonnes propriétés théoriques? Alors la première chose, c'est qu'elle a des jolies propriétés théoriques quand on regarde les limites.
La première limite, c'est quand on prend epsilon tend vers 0, on converge bien vers le transport optimal. C'est assez facile de s'en convaincre, puisque l'entropie va disparaître, donc c'est plus technique à démontrer, mais ça se fait bien. Donc la limite epsilon tend vers 0 de faible température, c'est le transport optimal. Mais ce qui est intéressant, c'est la limite de grande température. Si on fait le calcul, eh bien, on obtient une limite qui est extrêmement simple, qui est une norme euclidienne, ce qu'on appelle une norme à noyau. Pour ceux qui font du machine learning avec des RKHS, c'est exactement les mêmes normes. Qu'est-ce que c'est qu'une norme à noyau pour ceux qui n'en ont jamais vu? Donc, je ne vais pas décrire en détail. C'est quelque chose qui se calcule très simplement, c'est beaucoup plus simple que le transport optimal. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez comparer alpha et bêta, vous calculez leur différence, alpha moins bêta, donc je vais l'appeler grand xi ici, et tout simplement vous intégrez un noyau contre votre mesure, vous l'intégrez 2 fois. D'accord? Donc vous intégrez 2 fois votre noyau, ça fait un score, et sous certaines conditions, on appelle des conditions de positivité sur le noyau, par exemple pour un noyau gaussien, c'est vrai, ça définit bien une norme. Okay? C'est une norme à noyau. Alors ici, ce qui est assez rigolo, c'est que le noyau qu'on obtient, c'est pas un noyau gaussien à la limite, c'est un noyau qui est appelé en statistique souvent energy distance, ou Kramern distance, mais il a plusieurs noms dans la littérature, et ce noyau, c'est moins la distance à la puissance p. Donc là, on peut dire, c'est un peu bizarre, il y a un signe moins. Pourquoi, quand on intègre 2 fois moins la distance à la puissance p, ça ferait quelque chose de positif? En fait, c'est vrai, ça peut paraître surprenant. Par exemple, quand la distance, c'est la norme euclidienne, si vous prenez p entre 0 et 2, c'est un théorème, que ce truc-là est positif. Alors n'oubliez pas que xi, c'est la différence entre deux mesures de probabilité, donc en particulier, c'est une quantité de moyenne nulle. Donc il y a un signe moins ici, mais il y a aussi des signes moins ici. Voilà. Donc c'est un très beau résultat, et c'est un noyau extrêmement puissant. Je pense qu'il n'est pas beaucoup utilisé, mais il devrait être plus utilisé. En grande dimension, il est bien meilleur qu'un noyau gaussien. Et en fait, pour ceux qui font des maths, l'analyse des équations aux dérivées partielles, en fait, ça c'est ce qu'on appelle une norme de Sobolev aussi. Donc c'est en fait un noyau de Sobolev, donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein d'endroits différents. Peu importe les détails, la philosophie c'est quoi? C'est que cette quantité-là, ce transport de Schrödinger, c'est un moyen d'interpoler entre deux univers extrêmement différents. L'univers du transport optimal, qui est en fait quelque chose qui est une distance pas du tout euclidienne, où on fait des déplacements. Et ici, une norme qui est une norme euclidienne très classique, voilà, qui est beaucoup plus simple à calculer. En particulier, si vous avez des points discrets, votre intégrale c'est une somme, donc c'est n au carré opération. Donc c'est moins coûteux, mais par contre, il n'y a pas toute la géométrie et le déplacement du transport optimal. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? Ah oui, et puis l'autre propriété, donc ça c'est la propriété sur les limites. Et l'autre propriété qu'on a démontrée, c'est qu'effectivement, ça définissait bien une quantité qui était positive, malgré le fait qu'il y ait des signes moins. C'est un résultat qu'on est assez content de le prouver, dans le cas où le noyau est lui-même positif. Donc si par exemple D, c'est la norme euclidienne, ça c'est une gaussienne, un noyau gaussien, donc c'est positif. Donc la quantité qu'on calcule, bien qu'il y ait des signes moins, elle reste positive, donc elle a la bonne propriété pour permettre de comparer de façon exacte des nuages de points. Et donc le fait de soustraire ces deux quantités-là, ça fait qu'on retrouve exactement que les particules rouges sont égales aux particules bleues dans ce cas-là. Ça valide le fait qu'on peut utiliser ces termes correctifs pour améliorer les résultats en machine learning ou en traitement d'image. Voilà. Voilà. Avant de montrer un peu des applications, je dirais, un peu modernes en deep learning, je voulais juste insister sur le fait de pourquoi s'embêter à faire ce epsilon. Je dis c'est interpole entre deux mondes, donc c'est sympathique, ça crée un trait d'union entre deux classes de méthodes assez connues. Mais en fait, je pense que c'est plus subtil que ça, c'est plus important. C'est vrai que c'est très important en grande dimension de régulariser. Parce qu'en grande dimension, enfin même en petite dimension, vous allez me dire, il faut toujours discrétiser les problèmes, donc il faut toujours s'intéresser à l'erreur de discrétisation. Est-ce qu'elle ne va pas vous foutre dedans? Est-ce qu'elle va faire que ce que vous calculez, ça n'a plus rien à voir avec la réalité? Bien sûr, si vous avez des milliards de particules, ça va converger, mais bon, en pratique, on n'a pas forcément autant qu'on veut, donc il faut analyser cette erreur de discrétisation. Donc ce qu'on peut faire, c'est regarder comment se comporte le transport optimal, c'est la distance de Kantorovich, et une norme à noyau quand on la discrétise. Et la réponse, c'est que c'est très mauvais pour le transport optimal. Si vous prenez votre distance de transport optimal entre des densités continues, même très simples, par exemple uniformes sur un carré ou sur un cube, et que vous la discrétisez avec des points, n points, l'erreur que vous faites, elle est exponentiellement mauvaise avec la dimension. Elle est en 1 sur n à la puissance 1 sur d. Donc même si d il vaut 5 ou 6, ça converge extrêmement lentement. Et si d il vaut 50, 100 en traitement du langage, voire peut-être 1000 ou 10 000, je ne sais pas quelle est la dimension des images, mais elle est au moins de l'ordre de 1000, même pour des bases de données assez simples, eh bien vous voyez qu'il faudrait beaucoup plus que le nombre de particules dans l'univers si vous vouliez même avoir une précision de l'ordre de 1%. Donc ça veut dire qu'en grande dimension, le transport optimal est essentiellement incalculable. Alors qu'au contraire, les distances à noyau, elles se comportent très sympathiquement. Pourquoi? Une distance à noyau, c'est une somme. Et une somme, c'est les méthodes de Monte Carlo, ça converge vers l'espérance à une vitesse 1 sur racine de n. Donc ça veut dire que les normes à noyau, elles ne souffrent pas de la malédiction de la dimension. Elles sont insensibles à la dimension. Alors en fait, c'est pas tout à fait vrai, parce que dans le grand O, il y a des constantes qui peuvent être potentiellement mauvaises, mais en termes de vitesse, c'est une vitesse qui ne dépend pas de la dimension. Voilà.
Donc il y a vraiment du coup un espèce de fossé énorme. Et je vous ai dit que justement, l'entropie de Shannon, c'était un moyen, en régularisant, d'interpoler entre ces deux méthodes. Donc on a essayé de voir un peu, est-ce que théoriquement c'était vrai? On se doute qu'effectivement, ça devrait interpoler. Et c'est effectivement le cas, c'est un théorème qu'on a démontré donc, avec Aude, que la discrétisation de cette énergie, cette distance de Schrödinger, eh bien, elle interpolait bien entre les deux. C'est-à-dire que dès que epsilon est strictement positive, la vitesse ne dépend plus de la dimension. Par contre, la constante, bien entendu, elle va exploser. On serait quelque sorte, on ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Ça veut dire que, on pourrait se dire, peut-être je peux être intelligent, peut-être si j'ai beaucoup de n, je peux choisir si j'ai n très grand, je peux peut-être choisir un epsilon plus petit. Au contraire, si j'ai peu de data, je vais choisir un epsilon très grand. Si vous regardez ce que vous devez faire, vous devez prendre epsilon en regard de n, et si vous faites l'égalité ici, vous allez retomber sur le transport optimal classique. C'est-à-dire que ce n'est pas un moyen pour approximer mieux le transport optimal, vous retombez sur la même vitesse. Par contre, ce qui est important, c'est que si jamais ce coût-là vous intéresse intrinsèquement, parce que c'est un coût pour votre problème qui marche bien, ça veut dire qu'effectivement, c'est bien, vous pouvez vous l'autoriser en grande dimension, puisque vous payez un coût qui décroît rapidement avec n. Donc c'est vraiment une façon de dire, ça se comporte un peu comme les méthodes nanoyaux, mais par contre, c'est pas une manière d'approximer le transport optimal de façon plus efficace. En fait, on peut montrer que si on a un cube et qu'on le discrétise avec des points, il faut forcément payer ce prix-là, qui est le prix classique quand on discrétise un cube avec des points. Donc c'est pas vraiment surprenant qu'on ne puisse pas faire mieux. Voilà. Donc ça, c'est un résultat, on était content, c'est un peu une façon de vendre qu'en grande dimension, il faut régulariser le transport optimal. Voilà. Alors, je vais regarder un peu combien de temps il me reste pour vous parler d'applications, je dirais, un peu prospectives sur les relations entre le transport optimal et le machine learning, et plus précisément ce qu'on appelle les modèles génératifs, qui sont assez à la mode, qui sont finalement des méthodes d'estimation paramétrique en très grande dimension. Donc l'idée, je l'ai déjà dit, c'est de faire ce qu'on pourrait appeler du density fitting, trouver un modèle paramétrique de vos données. Voilà. La façon, je dirais, laquelle on va attaquer classiquement le problème en statistique, c'est de poser ça comme un problème d'estimation de paramètres avec une méthode de type maximum de vraisemblance. On fait l'hypothèse que nos modèles, par exemple gaussiens, ils ont une densité, alors la densité je l'ai appelée ρ, ρθ, par rapport à une mesure de référence. Donc si c'est du gaussien, généralement dx c'est la mesure de Lebesgue, mais peu importe quel dx vous utilisez. Dans ce cas-là, la vraisemblance, si vous supposez que vos points sont tirés aléatoirement indépendants, c'est le produit des vraisemblances, le produit des ρθ. Et en général, on va plutôt vouloir minimiser une somme, on va prendre moins le log et on va minimiser cette quantité-là. Donc moins le somme des logs qui est grosse, on pourrait voir ça comme une approximation, parce que vous avez une somme, si vous avez beaucoup de points, ça va devenir une intégrale, comme une approximation de, finalement, la divergence de Kullback, donc de l'entropie relative. Donc quel est le problème qu'on peut rencontrer avec des modèles en très grande dimension? C'est que cette hypothèse-là, elle n'est pas forcément vraie. Il y a des cas où c'est pas vrai, vous avez des modèles qui peuvent être très singuliers, pensez à des gaussiennes très fines par exemple, mais des réseaux de neurones, ce sera encore plus compliqué, où cette hypothèse n'est jamais vraie. Autrement dit, ρθ, il va valoir 0 quasiment partout, et vous allez avoir log de 0 et ça ne va pas être défini. Et le cas prototypique qu'on rencontre beaucoup à l'heure actuelle, c'est avec ce qu'on appelle les modèles génératifs, où l'idée c'est de, non pas d'écrire directement ρθ, puisqu'il ne va même pas exister en fait, c'est de décrire l'algorithme de génération des données, en se disant, on va tirer un point aléatoirement en faible dimension, et avec un réseau de neurones, on va l'envoyer en grande dimension, avec gθ, et ça va donner une distribution en grande dimension, qu'on veut faire en sorte qu'elle soit la plus proche possible de nos datas. Et le souci avec ces modèles génératifs, c'est que généralement le nombre de paramètres est beaucoup plus petit, par exemple, que le nombre de pixels dans une image. Peut-être c'est 100, 1000 ou 10 000, mais souvent c'est beaucoup plus faible que le nombre de pixels ou la discrétisation de vos données. Donc essentiellement, ça va être une espèce de surface en grande dimension qui va être très singulière. Donc vous allez être dans le cas où justement ça va toujours valoir plus l'infini, ça ne va pas être défini. Voilà, donc il faut utiliser autre chose que le maximum de vraisemblance. Il faut utiliser quelque chose qui est géométrique, qui finalement est compatible avec la convergence sans loi. D'où l'idée d'introduire du transport optimal ou des méthodes à noyaux ou ce genre de choses pour faire ce problème-là. Et donc on s'est dit, on va utiliser cette distance de transport régularisée à la Schrödinger, qui est une façon d'interpoler entre les méthodes à noyaux, qui avaient déjà été proposées en fait, pour ce type de problème, et le transport optimal, qui avait en fait déjà été proposé. C'est une espèce de façon de couvrir un peu tout le spectre des méthodes géométriques pour faire du fit de modèles génératifs. Alors je ne vais pas décrire les réseaux de neurones en détail, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont experts que moi dans la salle, de toute façon il y aura aussi des séminaires là-dessus pendant cette semaine. Je voulais juste insister sur le fait que traditionnellement les réseaux de neurones, on les utilise de façon discriminative pour faire de l'apprentissage supervisé. Généralement, vous allez avoir des points en très grande dimension, des images, des textes, et vous cherchez des features, une façon de représenter vos données en basse dimension. Voire éventuellement même des classes pour dire est-ce qu'il y a un chat, un chien ou une maison dans l'image. Donc un réseau de neurones discriminatif,
pour les images, c'est des réseaux convolutifs généralement. Qu'est-ce que ça va faire? C'est à travers des convolutions et des sous-échantillonnages, réduire la dimension des données. Et l'idée que je trouve brillante et extrêmement intéressante pour ces modèles génératifs, c'est l'idée qu'on va faire l'inverse. On va jouer le réseau à l'envers. On va finalement partir d'une variable latence en basse dimension et on va itérer des convolutions et des suréchantillonnages pour obtenir à la fin une image de très haute résolution. Et ça, c'est vraiment une idée super intéressante qui est maintenant perfuse partout et que tout le monde utilise, mais voilà, ça paraît simple, mais c'est vraiment une façon différente d'utiliser les réseaux de neurones. Donc on va utiliser des réseaux génératifs finalement pour mapper des points en basse dimension vers des points en grande dimension. Donc si on a des données très simples, par exemple tout simplement des petites imagettes qui représentent des numéros entre 0 et 9, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de partir avec de la grande dimension. Dimension 10, typiquement, ça suffit et ça donne des très bons résultats. Là, j'ai même pris dimension 2, juste pour regarder ce qu'on obtient. Donc ça, c'est les deux axes des variables latentes, et là, ça fait une espèce de paramétrisation des images, avec un réseau qu'il faut optimiser. Je n'ai pas décrit comment on fait pour l'instant, mais supposons qu'on a une méthode pour nous trouver un jet de θ intéressant. Il va bien générer, effectivement, une espèce de variété, de surface d'imagettes. Alors en grande dimension, c'est beaucoup plus spéculatif comment on peut faire. Alors je ne vais pas détailler. Le problème, c'est que tout est ouvert mathématiquement. C'est juste pour dire, c'est essentiellement, pour l'instant, on ne sait rien dire sur les résultats théoriques, numériques, est-ce que les algorithmes convergent vraiment, qu'est-ce qu'ils calculent. Il y a beaucoup d'heuristiques qui sont utilisées pour faire marcher tout ça. Tout simplement parce que la fonctionnelle que vous cherchez à minimiser, elle est horriblement complexe. Ici, par exemple, c'est une distance de Wasserstein entre vos points, il y en a des millions, des milliards, et une espèce de distribution continue paramétrique. Déjà même comment faire le calcul, je ne sais pas trop, puisque je vous ai décrit un algorithme de Sincan où il fallait tout discrétiser. Alors comment font les gens numériquement? Ils font des algorithmes d'optimisation stochastique. Donc, ils vont échantillonner généralement leur data. À chaque itération, ils rééchantillonnent leurs données. Et ils vont également échantillonner leur modèle à chaque itération. Donc est-ce qu'on a le droit de le faire? Alors comme la distance de Wasserstein, c'est quelque chose de compliqué. C'est pas très clair qu'on ait le droit de le faire. Est-ce que ça converge? Alors numériquement ça semble converger, mais vers quoi on ne sait pas trop, mais c'est des choses qui semblent marcher raisonnablement bien en pratique, mais ça stimule, ça pose beaucoup de questions ouvertes. Donc on fait une descente de dégradant stochastique sur une espèce d'énergie qu'on discrétise stochastiquement à chaque itération. Voilà, juste pour faire peur, c'est le diagramme de calcul, pour indiquer pourquoi c'est pas si simple que ça. Donc le diagramme de calcul c'est quoi? C'est vous avez vos données en entrée, vous en avez des milliards. Ici, c'est votre modèle génératif, votre réseau de neurones. Qu'est-ce que vous faites? À chaque itération, vous tirez peut-être un millier, on va dire, de variables latentes ici. Vous générez des images correspondantes, et maintenant, vous calculez la distance de transport entre ces deux-là. Et si vous avez suivi mon exposé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer le noyau de Gibbs, parce que je vais utiliser Sincan. Donc ça, à la limite, ça va. Il faut calculer des distances, puis prendre leur exponentielle. Bon, c'est pas très compliqué. Mais ensuite, il faut faire tourner Sincan, qui est comme une espèce de mini réseau de neurones, où il applique plein de fois le noyau de Gibbs, plein de fois des divisions non linéaires. Voilà, donc c'est comme si on avait deux réseaux de neurones en fait, l'un sur l'autre. Il faut calculer, quand on fait une descente de gradient, la dérivée de ce coût par rapport à quoi? Par rapport aux paramètres du réseau de neurones. Bon, ça, c'est compliqué, on ne sait pas dire grand-chose théoriquement. Comment font les gens en pratique? Tout simplement, ils utilisent ce qu'on appelle la différenciation automatique. On ne va pas faire un cours sur la différenciation automatique, mais c'est quelque chose qui est utilisé dès qu'on veut calculer des dérivées. C'est extrêmement efficace. On peut même dire qu'en fait, si les réseaux de neurones et généralement l'apprentissage avec beaucoup de paramètres marche et est applicable, c'est parce qu'il y a l'algorithme de différenciation automatique qui fait qu'on calcule les dérivées avec un coût qui est égal à l'algorithme lui-même. Ça c'est magique parce que si vous réfléchissez à ce que c'est calculer une dérivée, si vous avez une fonction de Rn dans R, calculer sa dérivée, c'est calculer son gradient. Donc c'est pas si simple que ça, calculer un gradient en très grande dimension. Pensez par exemple une fonction de dimension 1 million vers R, ça fait un gradient qui va de dimension 1 million vers 1 million. La façon naïve de calculer un gradient, c'est de calculer des différences finies. Si vous calculez des différences finies, c'est foutu, on ne pourrait jamais apprendre des réseaux de neurones avec des différences finies, parce que pour faire des différences finies, il faut former les différences. Et comme vous êtes en dimension n, il faut former n différences. Donc finalement, il faut appliquer n fois votre algorithme. Ça veut dire que la complexité, si votre algorithme il a une complexité grand K, la complexité des réseaux des différences finies, c'est k fois n. Donc dès que n vaut 1 million, on ne va pas faire tourner 1 million de fois le code, c'est pas possible. La raison pourquoi on peut faire de l'optimisation en grande dimension, c'est grâce à ce théorème. Je pense que c'est un des théorèmes les plus beaux et les plus profonds de l'analyse numérique, mais il n'est pas forcément très connu. Il a été démontré par beaucoup de gens, mais souvent on fait référence à cette personne-là, qui dans sa thèse de master en fait, a développé l'algorithme. C'est un algorithme qui, étant donné une fonction grand E de Rn dans R, calcule son gradient avec le même coût. Et en fait, le coût, c'est 2 fois l'algorithme. C'est-à-dire que le coût de la différenciation automatique, c'est 2 fois, parce que vous devez faire tourner 2 fois votre algorithme. Et ça marche, c'est la différenciation automatique à l'envers, en anglais reverse mode automatic differentiation, et c'est optimal pour calculer un gradient.
Donc si vous voulez calculer un gradient, ça ne sert à rien de le faire à la main, vous ne pourrez jamais être meilleur. C'est un théorème, c'est la meilleure façon de calculer un gradient. Et donc vous voyez que ça devient indépendant de la dimension. Ça devient dépendant simplement de la complexité de votre algorithme. Donc vous faites tourner 2 fois votre réseau de neurones, une fois à l'endroit, une fois à l'envers. Ce qu'on appelle, en réseau de neurones, ça s'appelle la backpropagation, parce qu'on fait tourner le réseau à l'envers. Mais ça marche pour n'importe quel algorithme, vous le faites tourner à l'envers et ça vous donne le gradient. Donc c'est à la fois magique et très beau. Voilà. Et donc c'est ça qu'on va utiliser, mais ce que tout le monde utilise souvent sans le savoir, en fait, que c'est ça qui fait que ça marche. Donc on utilise ça pour Sinkhorn, ou pour n'importe quelle méthode numérique, bien sûr. Donc là, c'est juste pour montrer des résultats, c'est très spéculatif, parce que le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de critères d'évaluation. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un modèle génératif est meilleur qu'un autre? Est-ce que ça veut dire qu'il est meilleur en termes de distance de transport optimale? Déjà, c'est questionnable. Est-ce que c'est vraiment le transport optimal qui vous intéresse? Plus je viens de vous dire à la session, au slide précédent, que le transport optimal est de toute façon incalculable en grande dimension. Donc il n'y a pas vraiment de critères d'évaluation. Tout le monde y va un peu au pifomètre, donne un peu différents critères visuels d'évaluation des réseaux de neurones génératifs, mais je veux vraiment dire que pour l'instant, on ne sait pas dire si une méthode est meilleure qu'une autre. C'est juste la tester. Donc ça, c'est si on teste la méthode de Sinkhorn avec en entrée des numéros entre 0 et 9, ça marche très bien. Mais pour les digits, c'est tellement simple que n'importe quelle méthode marche, il n'y a même pas besoin de réseau de neurones. Sur des petites images de visage, on peut faire ça avec même 1 ou 2 GPU, il n'y a pas de problème pour l'apprentissage, ça se fait bien, c'est des petites images, et on obtient des résultats qui sont satisfaisants, qui ne sont pas meilleurs que des méthodes plus simples pour apprendre les réseaux génératifs. Par contre, ce qu'on a remarqué, mais ce n'était pas trop surprenant, c'est qu'effectivement, epsilon, il a un rôle, c'est-à-dire que si epsilon est trop petit ou trop grand, la méthode marche moins bien, mais toujours au sens de ces scores qui sont assez questionnables. Donc là, c'est ce qu'on appelle le Inception Score, qui est un score assez populaire pour les réseaux génératifs. Il y a d'autres scores, il y a toute une palanquée de scores qui, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent dire, ils reflètent un peu quelque chose sur le problème, mais est-ce que c'est ça qui vous intéresse, c'est plus difficile. Une question, je ne vais pas la détailler, mais la question qui, à mon sens, est très profonde, c'est que je vous ai dit, le transport optimal, on l'utilise pour résoudre ce problème-là, mais pour que le transport marche, il faut connaître la distance, le coût du transport optimal entre vos objets. Et pour des images, tout le monde sait que la norme euclidienne, ce n'est pas un bon coup. Si vous utilisez la norme euclidienne pour des images comme ça marche, mais pour des images plus compliquées, en fait, ça donne n'importe quoi. Et personne ne sait vraiment quel est le coût, quelle est la métrique à utiliser. Et donc la deuxième contribution majeure, à mon sens, sur les réseaux génératifs, c'est la contribution de Ian Goodfellow, qui a été de dire que ce coût-là, la façon de discriminer, on va également l'apprendre. Et donc c'est pour ça qu'en fait, sur les méthodes de réseaux génératifs, on apprend généralement 2 réseaux de neurones, un réseau pour générer et un réseau au contraire pour discriminer, pour essayer de trouver le coût qui est quelque part le plus discriminant possible. Donc c'est également ce qu'on a fait, parce que sur des vraies images, si vous apprenez qu'un seul réseau, ça ne marche pas du tout. Et là, laissez-moi vous dire que quand vous apprenez 2 réseaux en tandem, c'est beaucoup plus compliqué mathématiquement, parce que c'est la théorie des jeux, c'est un algorithme de min-max qui est très difficile à faire converger, c'est très non convexe et on ne sait pas dire grand-chose. Et c'est un des plus gros et des plus beaux problèmes, je pense, à l'heure actuelle, c'est comprendre ces réseaux génératifs. Voilà, là c'est pas nous qui l'avons fait, parce que pour générer ces images-là, il faut des très gros GPU, il faut des centaines de GPU et beaucoup de temps de calcul. Là, c'est ce qu'ils ont fait sur des images de célébrités, et les images que vous voyez, c'est des images générées aléatoirement. Ça va être une trajectoire aléatoire dans un espèce de modèle appris. Donc les images qu'on voit, ce pas des images qui sont dans la base de données, c'est des images synthétiques. Et ce qu'ils ont fait pour générer une vidéo, c'est qu'ils prennent 2 points dans l'espace latent, ils tracent une ligne droite et ils regardent finalement la courbe géométrique dans l'ensemble des visages. Et ça permet de bien comprendre que les réseaux génératifs, ils font un truc qui n'est pas du tout trivial. Et c'est en faisant l'interpolation, on comprend qu'il y a quelque chose de vraiment très puissant qui est fait, puisqu'on voit des interpolations complexes où les visages ils tournent, il y a les cheveux qui croissent, il y a la couleur de la peau qui change, tout ça de façon, pas parfaite, mais de plus en plus satisfaisante. Ça, c'était il y a 1 an, et chaque mois, il y a des nouveaux résultats qui sont encore plus bluffants. Donc en termes de géométrie, de synthèse de la géométrie, les synthèses, je dirais, computergraphiques, c'est super. Par contre, en termes statistiques, personne ne sait ce que ça fait. En fait, je pense même que c'est assez mauvais statistiquement. C'est-à-dire le fait de vouloir générer des images de très haute qualité, c'est assez contradictoire avec le fait d'avoir des modèles qui sont très fidèles aux données. Peut-être que c'est complètement biaisé et qu'il y a toute une partie de la population qui n'est pas représentée par le modèle, et ça ne vous le dit pas. Donc, bien sûr, c'est un problème immense, et il y a beaucoup de questions statistiques, parce que si on veut déployer ça, non plus pour faire des jeux vidéo, mais pour des systèmes judiciaires, de la mécanique quantique, de la chimie ou de la biologie, là, la question statistique, elle est importante. Alors, donc, juste pour dire, voilà, c'est pas juste en montrant des images qu'on peut dire grand-chose, mais c'est beaucoup de problèmes ouverts. Donc je vais conclure mon exposé en résumant un tout petit peu et soulignant des problèmes qui sont, je pense, importants. Déjà, je n'ai pas beaucoup dit, mais il y a des très beaux travaux théoriques, je dirais essentiellement depuis les années 40, qui se sont succédés. Donc finalement, on continue, mais sur des aspects plus numériques. Je pense en particulier à Yann Brognier, qui est un mathématicien français, qui a complètement révolutionné la compréhension théorique du transport.
Mais là, l'idée, c'est pas vraiment de faire de la théorie pour la théorie, c'est de voir comment on peut appliquer ça à des problèmes pratiques en grande dimension. Et je pense que le message important, c'est il faut régulariser, il faut introduire quelque chose qui stabilise pour que le transport optimal il puisse marcher en grande dimension. Voilà. Au niveau des problèmes ouverts, j'ai déjà mentionné, je pense un des gros problèmes, c'est ce qu'on appelle le metric learning. Comment on apprend cette fonction de coût, parce que sur des problèmes complexes, malheureusement, souvent on la connaît pas. Et bon, la façon la plus, je dirais, intuitive, c'est de faire ce fameux min-max de théorie des jeux, mais qu'on ne sait pas trop contrôler à l'heure actuelle. Donc, il y a beaucoup de questions ouvertes. Et une autre question qui est chère à mon cœur, c'est de comparer des choses plus compliquées que juste des distributions de points. L'idée, c'est que peut-être que vous avez des distributions de points, mais qui peut-être ne vivent pas dans le même espace. Par exemple, vous avez des textes en français, des textes en anglais. Ou vous avez peut-être dans le même espace, mais c'est des molécules, par exemple, en chimie quantique, qui peuvent tourner. Et vous voulez être invariant aux rotations et au déplacement des atomes. Donc là, on ne connaît pas vraiment la fonction de coût, il faut quelque part l'apprendre également. Et il y a une belle réponse à ce problème qui est donnée par la théorie de Gromov, en fait, qu'on peut utiliser dans le transport optimal, mais qui donne naissance à des problèmes qui sont très compliqués et qu'on ne sait pas vraiment résoudre parce qu'ils sont NP complets, en fait. Donc il y a beaucoup de questions pour étendre le transport optimal et comment faire que ces choses-là, on puisse les appliquer et que ça puisse donner des beaux résultats en imagerie, en signal et en machine learning. Voilà. Et je vais m'arrêter là. Voilà, merci. On va quand même empiéter de quelques minutes le temps dédié à la pause café pour se donner le temps de prendre quelques questions. Les questions sont ouvertes. On a le temps pour quelques étant nécessairement pas grands, mais différents de zéro. Personne. Je vais bien me lancer sur une question, mais qui risque d'être très naïve. Sur l'avant-dernier slide, justement, là, quand on voit la démo qui est extrêmement spectaculaire ici, est-ce qu'on a la moindre idée de savoir si pour passer d'un point qu'on va appeler A à un autre point qu'on appelle B, là, en passant par tous ces fakes, on suit une géodésique au sens de la mesure de Wasserstein? Alors c'est une bonne question. Là, absolument pas. Justement, on ne sait pas vraiment décrire ce qui se passe. Donc, on a un peu fait des travaux où on essayait de comprendre de façon plus précise quand on discrétise ce qui se passe en termes de distance de transport, mais c'est essentiellement un problème ouvert. Après, je ne suis pas complètement sûr que ce qu'ils cherchent, c'est vraiment une géodésique, parce que dans la réalité, là j'ai dessiné avec une belle surface presque différenciable, la réalité c'est qu'elle est très complexe, donc c'est pas complètement clair que des outils du calcul différentiel soient vraiment ce que les gens cherchent. Même, et on peut le voir, il y a des occlusions qui se passent, les lunettes qui poussent, ça fait des trucs assez horribles en termes de calcul différentiel. Donc je pense qu'il y avait des travaux qui avaient été faits par David Dono, je crois, dans les années 90, où il essayait un peu d'aller un peu sur ces idées de variété, de définir les géodésiques, mais bon, malheureusement, je pense que... Moi, si Dono a eu du mal, à mon avis, c'est assez compliqué. Je vais m'abstenir de regarder. Mais c'est des questions assez naturelles, je pense que faut comprendre la géométrie de ces objets. Toujours pas une petite question avant d'aller à la pause café? Ça se mérite une pause café tout de même. Hein. Personne? Faut se lancer. Eric? Non. Ouais, alors j'en avais une dernière, encore plus naïve, sur le dernier slide, je crois. Voilà. Là, on voit cette structure là qui semble être un peu la duale ou la symétrique de ce qu'on voit comme structure quand on fait des auto-encodeurs. Oui, exactement. Voilà. Et est-ce qu'il y a un lien entre le fait d'aller chercher justement des epsilon gθ, enfin le modèle génératif avec ces distances de Wasserstein, pardon, et puis l'estimation par les auto-encodeurs ou l'estimation des coefficients des auto-encodeurs? Alors, j'adore les questions qui sont censées être naïves mais qui sont hyper profondes. Donc en fait, oui, il y a un lien très, très fort, donc on a travaillé dessus, on a justement écrit un petit papier là-dessus. En fait, là, c'est un peu le dual des auto-encodeurs, puisque dans les auto-encodeurs, tu fais exactement l'inverse en fait. Là, c'est un papillon qui part de la basse dimension et qui revient vers la basse dimension, alors que l'auto-encodeur fait exactement l'inverse, il part de la grande dimension, il va à la basse dimension, il va à la grande dimension. Et donc en fait, cette structure duale, en fait, on peut la préciser. Malheureusement, quand on fait des réseaux de neurones, comme tout est non convexe, on peut rien dire. Mais si tu remplaces des fonctions, des réseaux de neurones par des fonctions quelconques, ce que tu as dit est exactement vrai. L'un est le dual de l'autre, ils sont égaux, et c'est ce qu'on appelle les deux façons de calculer le transport, la façon primale et la façon duale. Et ça a été démontré par Kantorovich, c'est pour ça qu'il a eu le prix Nobel, puisque le papier de Kantorovich, ce qui démontre vraiment, c'est que j'ai écrit la fonction de programmation linéaire, il a introduit son dual, où on introduit finalement deux fonctions, enfin les potentiels de Kantorovich.
qui pour lui avait une interprétation économique en termes de prix, etc. Et donc en fait, dans ce cas-là, dans quelque sorte, malheureusement c'est plus du tout des réseaux de neurones, mais si tu le places dans ce modèle non paramétrique, tu montres que l'un est le dual de l'autre et qu'ils résolvent le même problème. Bien sûr, si on fait ça, c'est un papier lisible. Oui, mais en fait les calculs sont, enfin, si tu connais la dualité de la programmation linéaire, c'est vraiment la base, c'est vraiment le résultat classique de programmation linéaire. Tu vois vraiment ça apparaître immédiatement, c'est assez élémentaire. Mais le problème, c'est que ce qui fait que ça marche, les GANs, c'est justement parce qu'on n'utilise pas des fonctions continues quelconques, on utilise des réseaux de neurones. Et je pense qu'il y a beaucoup de statisticiens, beaucoup de papiers qui sont écrits, y compris le papier de Goodfellow, hein. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il vaut vraiment le coup d'être lu, il est magnifique. C'est un papier de 10 pages, on ne perd pas son temps. Mais à mon avis, il commet un crime, Ian Goodfellow, parce qu'il dit justement, regardez, si je remplace mes réseaux de neurones par des fonctions continues, je tombe sur la géométrie, la théorie de l'information classique. Et donc ce que fait mes réseaux de neurones, c'est discrétiser Jensen-Shannon. Et ça, je pense que c'est un crime, parce que bien sûr, si on remplace les réseaux de neurones par des fonctions continues, on obtient des résultats qui sont de la bouillie. Ce qui fait que ça marche, les réseaux de neurones, c'est parce que c'est pas des fonctions continues quelconques, c'est des réseaux de neurones. Parce que sinon... Et du coup, le problème, c'est que quand on n'utilise pas des fonctions continues mais des réseaux de neurones, eh bien on ne sait plus rien dire parce qu'on est sur des espaces très, très compliqués. Donc j'ai envie de dire, oui tu as raison, il y a un truc de dualité parfaitement clair, mais en fait c'est très misleading parce que ça n'explique pas pourquoi ça marche. Et dans la pratique, les autoencodeurs et les GAN, ça fait pas du tout pareil, et malheureusement, j'ai envie de dire, maintenant tout le monde utilise des GANs qui sont incompréhensibles, statistiquement on ne sait rien dire, parce qu'ils trouvent que les autoencodeurs ça fait des images qui sont floues, qui sont moches. Mais statistiquement, les autoencodeurs c'est bien meilleur. Donc c'est le problème du computer graphics où on a tous envie de faire des jolies images, mais on ne sait plus rien dire statistiquement. Alors pour les jeux vidéo et pour l'industrie cinématographique, je pense que ça justifie parce que l'industrie cinématographique c'est des effets spéciaux, c'est pas là pour faire des stats, mais quand on veut attaquer de la science, faire par exemple de la chimie quantique, générer de nouvelles molécules avec des GANs, à mon avis c'est une très mauvaise idée. Merci. Ah, Rémi. Merci. Merci pour ce super exposé. Je vois que tu mets des photos de mathématiciens là essentiellement. Est-ce que c'est possible en quelques mots de nous dire où en sont, mettons, c'est quoi les travaux de Figali, oui. Et est-ce que ça se relie encore à ce qui va nous intéresser ici au GRETI, ou est-ce que les matheux ont branché dans une direction différente qui ne nous intéresse plus et il faut qu'on se concentre sur les aspects computationnels? Alors avec plaisir, parce que c'est en plus des gens qui sont chers à mon cœur. Donc en fait, toutes ces lignées Brognier, Villani, Figali, c'est vraiment une filiation. Alors il y en a plein d'autres, hein, il n'y a pas que eux trois, mais en fait Villani c'est un peu le fils spirituel de Brognier, et Figali c'est l'élève de Villani. Et en fait eux, ils ont fait plein de choses, hein, mais la ligne de travaux qui a vraiment valu la médaille Fields, c'est-à-dire qui a été considérée par les matheux théoriciens comme quelque chose qui vaut la médaille Fields. Je crois qu'il y a plein d'autres choses qui, à mon avis, sont formidables, mais c'est la théorie de la régularité. C'est-à-dire c'est la question de savoir le transport optimal, est-ce qu'il est régulier ou pas. Et en fait, finalement, la réponse c'est que généralement, il ne l'est pas, quoi. Parce que si tu vois le transport on balance, cette slide, elle était justement là pour montrer que là, le transport il est extrêmement irrégulier, parce que si tu as pas exactement la bonne balance des masses, tu dois splitter ta première gaussienne et l'envoyer à deux endroits opposés. Donc dans ce cas-là, le théorème de Figali ne s'applique pas. Donc j'ai envie de dire que malheureusement, la théorie de Figali, elle est très très belle, extrêmement compliquée, c'est très beau parce que ça met en sorte des outils géométriques pour résoudre des problèmes d'analyse, mais elle ne va pas du tout s'appliquer dans nos cadres à nous. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant, et peut-être que dans 10-15 ans, ces gens-là ont développé des outils merveilleux qu'on va pouvoir utiliser pour faire autre chose. Mais juste le résultat du théorème n'est pas applicable. Parce que dans la science des données, les données sont très irrégulières et violent toutes les conditions. La condition de base du théorème de Figali, c'est que la cible doit être convexe. Alors, le jour où vous trouverez des applications où la cible est convexe, non, en général, elle n'est pas du tout convexe, elle est complètement fractale, horrible. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire ces papiers. Parce que dans les maths pures, les maths très théoriques, il y a le théorème, mais ce qui est beaucoup plus important que le théorème, c'est les outils que les gars ont développés pour le démontrer. Et Figali a démontré plein d'outils qui, je pense, sont extrêmement riches. La théorie de Gromov, par exemple, je pense qu'il y a 10-15 ans, on n'aurait jamais dit que ça pouvait être utile, ça paraît complètement perché, c'est pour étudier des dynamiques sur les groupes, des choses. On voit pas trop le rapport. Finalement, on voit que c'est utilisé parce que chemin faisant, pour démontrer un théorème, il va développer des outils qu'on peut quelque part dévier et utiliser. Donc j'ai envie de dire, oui, ils sont partis dans des trucs complètement fous au niveau théorique, qui sont extrêmement difficiles, hein. Mais bon, je pense que c'est impossible de prédire est-ce que des résultats théoriques dans l'avenir sont utilisables. Mais pas tel quel. On va être obligé de s'arrêter là. Donc si des timides veulent malgré tout poser des questions, ils pourront toujours le faire pendant la pause café. Je dois laisser la parole à Pierre qui a une petite annonce à faire. Merci encore. Merci beaucoup. Je ne vais pas écouter votre